Patrick Roger, Cécile de Mélibus. Bienvenue, il est 8h48 et comme tous les matins, nous sommes avec Jean Sibilia qui est avec nous ce matin. Bonjour Jean. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Vous êtes doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Jean, avant de prendre quelques auditeurs en ligne, je voulais revenir sur cette molécule qui est utilisée donc, pour traiter les rhumatoïdes, qui peut être un nouvel espoir pour les formes sévères de coronavirus. Ça s'appelle l'anakinra. L'anakinra, oui, c'est un petit nom qui sonne un peu comme Star Wars, mais l'anakinra, c'est vrai que ça m'a toujours frappé. On l'utilise depuis une bonne douzaine d'années dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est ce rhumatisme dont on a déjà parlé. Et cette anakinra est une molécule qui traite l'inflammation, mais de façon extrêmement profonde et extrêmement forte. Ça s'injecte tous les jours et on arrive à bloquer l'inflammation. Donc ça rappelle que dans cette maladie Covid-19, vous avez, on se rappelle les grandes choses pour que les auditeurs comprennent bien. On cherche un vaccin pour prévenir, on cherche des médicaments antiviraux pour traiter le virus, mais on cherche aussi des médicaments de l'inflammation pour bloquer l'inflammation pulmonaire que le virus provoque. Donc voilà, encore un agent qui a l'air intéressant, assez maniable, qu'on connaît bien. Il y a toujours des risques évidemment, mais ça semble marcher, en tout cas ça semble apporter un bénéfice anti-inflammatoire puissant. Un petit peu comme le tocilizumab dont on a parlé il y a quelques semaines maintenant, c'est le petit frère du tocilizumab. L'un bloquant l'interleukine 1, c'est l'anakinra, c'est un anti-interleukine 1. Le tocilizumab bloquant l'interleukine 6. Vous voyez, c'est deux cytokines qui sont très actives dans l'inflammation. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on part au standard 0826 300 300 avec Diane qui est avec nous, qui nous appelle d'Avignon. Bonjour Diane. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour Jean. Bonjour. Comment ça va Diane? Vous aviez une question? Bon, tant mieux. Vous aviez une question pour Jean. Exactement. En fait, moi, au début du confinement, j'étais malade. Alors, avec suspicion de Covid, le médecin m'a dit non, c'est une suspicion, effectivement, avec des grosses migraines pendant 4 jours, de la température, des courbatures et je toussais. Mais bon, j'ai pas été hospitalisée, loin de là. Enfin, tout allait bien. Et je voulais savoir si là, en faisant le test de sérologie, si on me dit qu'effectivement je l'ai eu. Est-ce que je suis vraiment immunisée? Et si oui, combien de temps? Voilà, ça paraît pas mal. Merci Diane, merci pour la question. On va répéter effectivement les réponses pour que tout le monde soit bien à l'aise avec le sujet. Donc si vous avez un Covid, certains, vous devez avoir développé des anticorps. Donc normalement, la prise de sang, la recherche d'anticorps devrait être positive. Si elle ne l'est pas, c'est probablement que vous avez fait des maux de tête ou des problèmes d'une autre origine. On l'a rappelé à plusieurs reprises, on était dans la période de fin d'hiver, en février, mars, avril. Il y a plein d'autres virus qui circulent, donc il n'y avait pas que le Covid. Donc il y a beaucoup de gens, on se rend compte maintenant, qui ont eu des symptômes qui ressemblaient au Covid. Et quand on a fait les sérologies ces dernières semaines, on se rend compte que beaucoup avaient fait probablement une autre infection virale. Je crois, Jean, que Diane a dit que vous avez été testée positive, Diane? Non, pas du tout. Ah d'accord, pardon, j'avais compris ça. Ok. M'avait dit, pardon, ok. À 99%, 60 Covid. Voilà. D'accord, ok. Voilà, c'est ce que j'avais compris, Diane, c'est qu'on n'était pas certain de la positivité. Donc la première étape sera de regarder si vous avez des anticorps. Si vous n'en avez pas, vous avez fait une autre infection virale, comme c'est assez banal de le faire en fin d'hiver. Si c'est positif, c'est que vous avez fait des anticorps. Donc vous êtes immunisé contre le virus, vous l'avez éliminé, vous allez bien. Donc normalement, à 99,99%, vous êtes protégé. On en a parlé la semaine dernière. Les éléments s'additionnent maintenant pour penser qu'on est protégé quand on développe des anticorps après cette infection virale. La grande question que vous posez, Diane, elle est légitime. On ne sait pas encore répondre combien de temps. En revanche, ça c'est une question qui devra être traitée dans les prochains mois, voire les prochaines années. Est-ce qu'on est protégé pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans ou plus longtemps? Ça on verra. L'histoire de SARS-CoV, vous savez, le premier coronavirus humain qui avait donné des pneumonies en 2003, il s'est avéré, on l'a repris les données maintenant, que les patients qui s'étaient infectés avaient été protégés plusieurs mois, plusieurs années. Donc globalement, si vous aviez des anticorps, vous devriez être protégé pour l'automne, voire pour le printemps prochain, si jamais ce virus persistait. Tout le débat, vous en entendez parler tous les jours, tout le monde se pose la question à 3 semaines après la fin du confinement, est-ce que ce virus va vraiment disparaître totalement ou est-ce qu'il va revenir? Je répète, parce qu'on va avoir des questions à tous les coups au cours de la semaine. Aujourd'hui, on ne peut toujours pas répondre, si ce n'est qu'il y a toujours des infections Covid, ça n'est pas zéro. Donc tant que c'est pas zéro, le virus est encore là. Voilà, on se lave les mains et on respecte la distanciation sociale. Merci beaucoup Diane. Et Laurent qui nous appelle de Montpellier est avec nous. Bonjour Laurent, bienvenue.
Bonjour Cécile, bonjour à tous, bonjour docteur. Donc, bonjour, moi j'avais une question simple, je ne comprends pas par rapport aux mesures prises pour lutter contre le Covid-19, c'est-à-dire le confinement, le ratio entre le nombre de morts de cette maladie qui est soi-disant très contagieuse, et elle l'est quand même, d'accord, par rapport à d'autres maladies pulmonaires qui tuent 2 millions de personnes par an dans le monde et qui sont aussi contagieuses bien sûr, mais sans confinement. C'est-à-dire que le confinement, qu'est-ce que ça nous a apporté concrètement, sachant que certains pays comme la Suède n'ont pas confiné et n'ont pas eu plus de morts par million d'habitants que la France. Alors voilà, oui. Je comprends pas bien tout ce système de confinement mondial. Alors, c'est une question vraiment extrêmement complexe parce que nous n'avions jamais confiné. Je crois que cette décision de confinement quasi mondial, ça n'a pas été une décision purement française, est une des premières décisions qu'on a prises. On ne l'a jamais prise et on est en train d'analyser maintenant, j'allais dire, le bénéfice et le risque de ce confinement. Et on l'analysera encore mieux dans quelques mois. Donc vous avez raison de poser la question. Il se fait, pour être simple et ne donner que cet élément de réponse, en Italie, en Espagne, en Angleterre et en France, dans une partie de la France. Moi je l'ai vécu dans l'Est, dans mon Alsace, je l'ai vécu. Si nous n'avions pas confiné, probablement que l'épidémie allait progresser, allait multiplier encore par 2 ou par 3 le nombre de cas qu'on avait observé. Dans ce cas, en tout cas dans les zones où il y avait vraiment une forte infection, une grande dissémination du virus, le système de santé aurait été totalement débordé. C'est-à-dire qu'on aurait été incapable de réanimer les gens, incapable de les accueillir à l'hôpital, et je crois qu'on peut le dire parce que on a été juste à la limite du système et on a, je pense, fait très correctement. Avant qu'il explose. Avant que ça explose, il y a des endroits où il a un peu explosé, Mulhouse en particulier, je le sais par mes collègues de Mulhouse, où on a dû faire des choix. Il y a eu des choix. Il y a des gens qui sont malheureusement morts dans des conditions extrêmement difficiles. Donc imaginons qu'on ait laissé encore la vague se poursuivre pendant quelques semaines, 2, 3, 4 semaines. Elle aurait fini par s'atténuer. Mais on aurait eu une explosion du système de santé avec des difficultés qu'on n'avait jamais rencontrées. Alors a-t-on eu tort? A-t-on eu raison? En tout cas, dans notre pays et dans certains pays comme l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, je crois que c'était inéluctable. Pourquoi? J'ai un dernier élément de réponse, Cécile. C'est probablement qu'on était dans l'avant-garde de la vague. Oui. C'est-à-dire quand en Italie, en Espagne, en France, on voit l'épidémie, elle est déjà sournoisement présente depuis plusieurs mois. Alors que dans d'autres pays, comme les pays de l'Est, comme certains pays scandinaves, probablement qu'ils étaient 2-3 semaines derrière nous. Donc le seul fait d'avoir pris des mesures de distanciation physique sans confinement leur a permis d'éviter une grosse première vague, contrairement à ce qu'on a eu nous. Donc c'est probablement ça qui explique en partie la différence. Mais vous voyez, la Suède, le modèle suédois, là, est quand même fortement remis en cause, puisqu'ils ont quand même des milliers de morts pour une population bien plus faible que nous. Le modèle anglais, qui a été aussi un modèle a priori sans confinement, vous avez vu l'explosion du modèle anglais. Regardez le modèle américain, là aussi on peut se poser la question. Le Covid aux États-Unis a tué 2 fois plus que la guerre du Vietnam. Après, vous voyez, c'est une vraie question. Alors on ne confine pas, on laisse passer les choses. Évidemment qu'il y a des maladies qui tuent plus. Le paludisme sur la planète tue plus. Le tabac tue plus. Sauf que c'est très difficile. Confiner, ça ne changera pas l'utilisation du tabac, ni le paludisme, vous voyez. Donc là, on avait une mesure très active, drastique, en peu de temps. Oui. Voilà, et drastique. Alors, est-ce qu'on a eu tort? On a raison. Moi, je crois qu'il faut être très humble, très très humble. Nous verrons à l'issue si on a fait plus de bien que de mal. Et je l'espère en tout cas. En tout cas, c'est très important d'analyser tout ça. Et votre question est très pertinente parce que c'est pas si simple aujourd'hui d'en tirer les conclusions. Et comme tout, il faudra du temps. Merci beaucoup, Jean Sibilia, d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve demain matin, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Merci Diane, merci Laurent, merci de vos appels. Malheureusement, on peut pas prendre tout le monde, mais on sera ravis de vous accueillir demain matin. 0826 300 300. On continue